Je n'imaginais pas en 1996, lorsque j'ai ouvert la première consultation souffrance et travail à l'hôpital de Nanterre, d'abord qu'à l'heure où il y a des SDF tous les 10 mètres sur les trottoirs de Paris, l'ARS d'Île-de-France fermerait l'hôpital de Nanterre, qui est le plus grand centre d'accueil des gens sans domicile fixe. Et je n'imaginais pas non plus qu'en 2016, il y aurait 120 consultations souffrance et travail sur le territoire français. Pas plus que je n'imaginais que le ministère de la Santé et que le ministère du Travail refuseraient tous deux d'en tenir la liste sur leur propre site. C'est dire à quel point cet après-midi, nous nous affrontons à la fois à une prise de conscience qui, en 2016, nous envahit au point de nous donner la nausée chaque fois que nous parlons de souffrance au travail, même si on essaye de la pasteuriser sous d'autres intitulés comme qualité de vie au travail et même maintenant bonheur au travail. Il n'empêche que le constat est dramatique et que finalement les outils, les lois existent depuis beaucoup plus longtemps que ce qu'on vient de vous dire. En 2002, nos magistrats ont ouvert un boulevard extraordinaire dans ce pays sur le plan de la préservation de la santé physique et mentale au travail en faisant de la préservation de cette santé une obligation de résultat pour le chef d'entreprise ou le chef d'établissement. Ne pas faire qu'essayer de préserver cette santé, mais y arriver. C'est dire si le monde hospitalier a du retard. 2002, c'était déjà en retard sur la directive européenne de 1986. Nous avançons lentement dans ce pays, mais essentiellement, je pense, parce qu'il y a une construction de l'ignorance très à l'œuvre. Alors, je vais redevenir brièvement psychanalyste et vous rappeler que si le travail peut faire souffrir, c'est d'abord, essentiellement, parce qu'il est porteur de promesses extraordinaires. D'abord, promesse d'accomplissement de soi par la reconnaissance de nos savoir-faire, par les usagers, en l'occurrence les patients à l'hôpital, qui constituent ce qu'en psychodynamique du travail, Christophe Dejour appelle le jugement d'utilité. Se lever tous les matins pour être utile au monde, c'est quand même ce qui donne du sens à notre vie. Reconnaissance aussi de la bel ouvrage dont nous sommes capables, ce jugement de beauté qui, lui, est énoncé par nos pairs, notre communauté d'appartenance, les médecins pour vous, les psychanalystes pour moi. Le travail, c'est aussi cette construction identitaire qui fait, pour avoir travaillé 30 ans en chirurgie, je connais bien ce milieu-là, car le petit garçon sadique qui aimait bien arracher les pattes des mouches et clouer des papillons vivants sur des plaques de liège peut devenir un très grand chirurgien à l'âge adulte en sublimant ses pulsions sadiques. C'est ce qui fait que chacun d'entre nous, ayant un montage pulsionnel, au lieu de devenir un psychopathe à l'âge adulte, peut devenir encore une fois quelqu'un d'utile au monde. On ne changera pas la centralité du travail et on ne fera pas du travail autre chose que cet extraordinaire pacificateur individuel et social. Il est irremplaçable et j'ai travaillé longtemps à Nanterre dans une banlieue où 3 générations de personnes n'avaient pas de travail et où les violences se déchaînaient. Le travail, c'est aussi bien sûr la promesse d'une émancipation sociale, la possibilité de gagner sa vie qui devient malheureusement au pied de la lettre, qui n'a plus rien à voir avec la métaphore, puisque 25% de nos jeunes n'ont pas de travail, 25% peuvent se loger ou se nourrir, mais pas les deux. Enfin, n'oublions pas cette promesse extraordinaire sur laquelle vous avez terminé votre intervention. Aller travailler, c'est sortir de chez soi pour aller travailler avec les autres, c'est apprendre la solidarité et le vivre ensemble. Et là encore, il est irremplaçable. Alors, je vais me permettre d'introduire une notion qui est totalement oubliée, qui est à mon avis au cœur de toute la difficulté. C'est que certes, le travail prescrit est donné par la fiche de poste, par le bureau des méthodes, par les procédures, et nous n'en manquons pas. Mais le travail réel, celui que nous nous coltinons tous les jours quand nous arrivons au travail, c'est ce qui se présente à nous, et c'est la façon dont nous allons y faire face en puisant dans nos ressources personnelles, individuelles, mais aussi collectives. Bref, le travail, le vrai, celui qu'aucun reporting ne peut analyser,
C'est ce que les femmes et les hommes rajoutent à la tâche prescrite pour que le travail se fasse tous les jours. Et Dieu sait que dans les hôpitaux, actuellement en 2016, il faut s'écarteler à l'infini pour arriver à ce que le travail du soin ressemble encore à quelque chose. Alors, si l'on veut commencer par poser des pierres pour soigner un peu la souffrance des soignants, eh bien, essayons de nous rappeler qu'il faut reconnaître le travail, mais le travail réel, celui qui s'accomplit dans la plus totale invisibilité, puisqu'il est inestimable, invisible et non calculé. En tout cas, cette reconnaissance du travail, ce « Waouh, aujourd'hui, on n'avait pas assez de salles de consultation, on avait trop de patients, les logiciels ont bugué, mais bravo! En cette fin de journée, vous êtes tous épuisés, on a fait un travail formidable grâce à vous tous. » Ça ne coûte pas 1 centime d'euro d'investissement, mais vous repartez certes fatigués, certes les jambes lourdes, mais le cœur léger d'avoir été utile au monde et que ça se soit vu. Alors, la qualité de vie au travail, c'est quoi? Dans un monde où désormais la grammaire financière a rendu le travail réel illisible. L'entreprise, qu'elle soit privée ou publique, évalue désormais votre activité à partir des outils de la grammaire financière internationale, des chiffres, des algorithmes, des contrôles de gestion, des reportings. Et là, le travail humain, avec sa sensorialité, ses muscles, ses efforts cognitifs, son endurance, son honneur, sa conscience professionnelle, son intelligence du corps, tout cela va disparaître au profit du quantitatif, rythme, temps, cadence, flux tendu si possible. Pas de stock, 0 délai, 0 mouvement inutile, 0 surproduction. Le lean management est rentré à l'hôpital. Et vous le voyez, cette diapositive où on montre les caractéristiques des organisations du travail en France, ce sont les vôtres, elles sont les mêmes partout. La charge de travail s'est accrue partout. Partout, le travail qui devrait être évalué en équipe l'est de manière individuelle. Partout, c'est le pilotage par l'aval, c'est-à-dire qu'on vous laisse vous débrouiller au bout de la chaîne avec la demande du client et de l'usager. Partout, le management ne manage plus le travail, mais les objectifs à atteindre. Partout, on abandonne les critères de qualité du métier, ce qu'on appelle en psychodynamique du travail les règles de métier, au profit de certifications qui n'ont pas empêché AZF, très certifié, d'exploser. Bien sûr, partout, on impose des procédures, des communications, des qualités totales, l'informatisation, des réorganisations permanentes qui empêchent celui qui travaille de stabiliser ses compétences et ses savoir-faire et qui empêchent surtout de créer de véritables collectifs. Et puis, partout, c'est un sentiment général de travailler en mode dégradé. Alors, un travail de prévention ne peut être efficace que s'il prend en compte la dimension identitaire du travail. Reconstruire une qualité de vie au travail implique très simplement de favoriser simplement des équipes de travail soudées autour de l'exécution d'un travail de qualité dans lequel chacun puisse se reconnaître. L'efficacité du travail de prévention dépend du mode de management et de l'organisation du travail choisi. Vous le savez bien mieux que moi, les patients traités par le chirurgien sont devenus un nombre d'actes, le temps passé par acte, la performance de l'opérateur par rapport aux autres. Le travail du chercheur, pour moi, à l'université, est devenu le nombre d'articles écrits par an, pas le sujet de l'article en question. Vous savez aussi qu'à l'hôpital, avec la tarification à l'acte, il n'y a plus que des soins ciblés et rentables, et que cela est très mal vécu par les soignants, comme légèrement décaler la mort d'un patient pour encaisser une nuit supplémentaire d'hospitalisation, sans oublier l'intensification des soins affectant le sens du rapport au travail et bien évidemment générant la plaie actuelle dans le monde du travail, c'est-à-dire les souffrances éthiques dans l'exécution du travail. Alors, on a un petit peu passé en revue les pathologies, au-delà du stress, du harcèlement et du burn-out. Nous, cliniciens du travail, les avons classés sur 3 versants. Les décompensations psychiques, avec bien sûr au tout début stress, anxiété, désengagement du travail, troubles cognitifs, car je vous rappelle que s'il s'agit de préserver votre santé physique et mentale en termes de résultats, cela veut dire qu'il faut
empêcher le risque d'advenir et ne pas attendre la prévention tertiaire que les gens soient tombés à terre et les soigner à ce moment-là. Il faut empêcher les pathologies d'advenir, sans oublier ces états de stress aigu que les médecins conseils de la sécurité sociale, au décours d'une lettre réseau envoyée partout, demandent à classer en accident du travail, afin que quand même ces crises psychiques, ces pétages de plomb, pour appeler cela plus simplement, soient rapatriés du côté de l'organisation du travail. Je n'oublie pas cet épuisement professionnel, ni les stress post-traumatiques en situation de harcèlement, ni les suicides, 112 suicides de médecins généralistes depuis le début de l'année. Les décompensations violentes, en fait, arracher la chemise du DRH d'Air France, pour nous, c'est une décompensation violente. La violence contre l'usager, les infirmières qui se tapent dessus dans un service d'urgence, l'infirmière qui bascule son plateau de pansement parce qu'elle n'en peut plus, les séquestrations de DRH et surtout la radicalisation des comportements managériaux font partie de pathologies en train malheureusement de se répandre, sans oublier les décompensations somatiques, car on a beaucoup parlé du psychisme en oubliant ses conséquences sur le corps, les TMS, auxquels nous nous affrontons tous. Je vous rappelle que Science a publié un article sur la présence chez les femmes cadres de 40% d'infarctus du myocarde et d'AVC. Le karoshi est très étudié au Japon et aux États-Unis par des cardiologues. Chez nous, on continue à évoquer chez la femme l'impact des processus hormonaux en oubliant qu'elle assume 2 journées de travail, celle au travail et celle chez elle, sans oublier aussi les syndromes métaboliques. Toutes ces données sont en ligne sur le site souffranceettravail.com qui a été créé par des magistrats, des avocats, des psychiatres, des médecins du travail, des psychologues, pas simplement pour mettre en ligne la liste des consultations, mais aussi pour donner en temps réel les publications scientifiques sur la question du travail. Alors, l'organisation du travail, vous l'avez compris, c'est elle le paradigme qu'il faut arriver à faire bouger. C'est elle qui est un déterminant majeur de ces fameux risques psychosociaux. En tout cas, c'est ce qui est confirmé par les enquêtes épidémiologiques. Et je me souviens de l'époque où le docteur Légeron disait « Vous êtes bien gentil avec votre souffrance au travail, mais il faudrait quand même des indicateurs chiffrés ». Oublions au passage que les gouvernements successifs ont payé des enquêtes épidémiologiques d'une telle ampleur qu'elles sont prédictives, toutes conditions égales par ailleurs, et je ne vais évoquer avec vous que l'enquête Sumer 2010, car je serais quand même tout à fait triste et navrée que les hôpitaux se sentent obligés de refaire des audits chiffrés et des enquêtes, alors que ces enquêtes existent au niveau des ministères et qu'elles vous donnent à la fois les pourcentages en termes de population atteinte, de type de pathologie, mais aussi de raisons pour cette éthiopathogénie. Cette enquête Sumer 2010, pour ce qui concerne la fonction publique, la pointe bien évidemment comme un facteur à risque, et vous voyez autour de 2 critères essentiels, la tension au travail et bien sûr le manque de reconnaissance que nous n'avons pas cessé de pointer. En tout cas, cela fait des fonctions publiques, les 3, un secteur qu'il faut surveiller de près. Bien évidemment, se souvenir que les salariés les plus exposés à ce qu'on appelle le job strain ou au manque de reconnaissance se déclarent en moins bonne santé que les autres et que du côté des symptômes dépressifs ou du côté des symptômes anxieux, vous voyez que la forte demande psychologique chez les femmes multiplie par 2 le risque de survenue de symptômes anxieux et de même qu'une tension excessive. Quant au manque de reconnaissance, la ligne du bas, vous voyez que là aussi, c'est une plainte tout à fait récurrente. Ah, bloqué. Non, ça y est. Tout aussi intéressant pour vous et je pense pour les directions. Ah, il y a un souci. Voilà. On va y arriver peut-être. Il faut que j'arrive à remonter. Bien. Voilà. L'absentéisme, cet absentéisme qui fait imaginer qu'on va donner des primes à des médecins pour qu'ils arrêtent un peu moins les salariés.
Je vous en supplie, ne le faites pas, nous aurions une telle envolée de suicides. Cet absentéisme, vous le voyez sur la ligne grise du milieu, est en lien direct avec la tension au travail, avec le manque d'estime, avec les faibles perspectives de promotion et avec le manque de reconnaissance. Donc là encore, le lien avec cette nécessité que nous avons d'être reconnus dans ce que nous faisons et dans ce que nous apportons au monde est tout à fait vital en termes de santé physique et mentale. Vous voyez aussi que l'accidentologie est marquée dans l'enquête Sumer par l'attention au travail et par le manque de reconnaissance, et qu'il n'y a absolument pas besoin de refaire des audits chiffrés pour comprendre ce qu'il faut faire bouger dans l'organisation du travail. Du côté du harcèlement moral, puisque cela s'appelle ainsi dans notre code du travail, dans notre code pénal, mais qui se formalise autour de la notion de comportement hostile, vous en avez 3 catégories. Les atteintes dégradantes, quand elles s'entendent que vous êtes un peu cinglé, qu'on vous dit des choses obscènes ou qu'on vous fait des propositions à caractère sexuel de façon insistante. À ce propos, j'insiste sur le fait que depuis 2012, la nouvelle loi sur le harcèlement sexuel inclut le sexisme ordinaire et qu'il y aurait de sacrés progrès à faire à l'hôpital sur la prise de conscience de cette situation, que le déni de reconnaissance au travail, les critiques injustes, les tâches inutiles ou dégradantes, le sabotage du travail, que les comportements méprisants, on vous ignore, on fait comme si vous n'étiez pas là, on vous empêche de vous exprimer, on vous ridiculise en public, que bref, ces 3 comportements hostiles sont présents chez 22% de salariés, encore une fois, au niveau national. Et que là encore, les agents à statut et les fonctionnaires sont parmi les plus touchés. Et que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ces comportements émanent principalement de l'intérieur des établissements et des entreprises, et non pas du patient, de l'usager ou des salariés avec lesquels on a affaire quand on travaille dans un hôpital. Donc le cœur du problème est bien au sein même de l'hôpital. Des comportements plus souvent signalés, mais autant pour les hommes que pour les femmes, et là je rejoins les diapositives de Max André sur la terrible aggravation entre l'enquête Sumer de 2003 et celle de 2010, vous voyez que tout s'est aggravé. Les comportements hostiles, le déni de reconnaissance, les comportements méprisants et les atteintes dégradantes. Alors, le lien fort avec les caractéristiques de l'organisation du travail, qu'est-ce qu'il pointe de manière chiffrée, donc incontournable? Et ces diapositives, je vous les donne parce que c'est important vis-à-vis des directions d'hôpitaux qui vous imposent une tarification à l'acte, des objectifs à atteindre, des économies au détriment de la qualité des soins, de leur montrer que ce qui rend malade en termes de risques psychosociaux, c'est de ne pas pouvoir faire correctement son travail. Beaucoup moins important, les caractéristiques du temps de travail, le rythme de travail, l'autonomie et les marges d'initiative. Vous voyez que ne pas avoir la formation, ne pas avoir les moyens matériels adaptés suffisants, ne pas pouvoir coopérer dans une équipe, ne pas avoir le nombre de collègues ou de collaborateurs suffisant, ne pas avoir d'informations claires, c'est de cela que se plaignent ceux qui travaillent à l'hôpital. Alors, sur l'absentéisme, quel lien entre tout ceci et les absences? Vous voyez quelle est la norme en vert au niveau national? Eh bien, les gens qui subissent des comportements hostiles s'arrêtent beaucoup plus que la moyenne nationale. Les atteintes dégradantes, encore plus. Le déni de reconnaissance et les comportements méprisants. Regardez ce que ça coûte à la société, cette dérégulation éthique des relations interpersonnelles au travail. Quant aux accidents, regardez en quoi, finalement, mépriser quelqu'un, abîmer son travail, peut le mettre en situation d'avoir un accident du travail dans la suite de cet incident. Alors, je vais revenir sur ce nouvel environnement jurisprudentiel, l'article L4121, qui date de 2002, ou l'article 11, pour vous, fonction publique. Le chef d'entreprise prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, protéger la santé physique et mentale des travailleurs, évaluer les risques en termes de résultats, plus seulement de moyens. Vous voyez, c'est un article qui est rédigé au présent.
Cela veut dire qu'en 2014, nous sommes très très en retard dans les hôpitaux. Il n'y a pas écrit « doit prendre » quand il aura le temps, quand il y pensera, quand il aura l'argent. Voilà. Déjà, là, maintenant, les hôpitaux sont en situation de faute inexcusable. Et vous voyez qu'il y a dans cette loi une phrase magnifique. Il faut adapter le travail à l'homme, ce qui rend, pour un magistrat, totalement illégal les stages de gestion du stress et d'adaptation à la violence. Donc attention, ne laissez pas ce type de stage s'instaurer. Je voudrais insister, parce que la logique du magistrat n'est pas votre logique de clinicien, n'est pas la mienne, mais en tant qu'expert judiciaire, c'est celle que je dois appliquer. Qu'est-ce qui constitue une faute inexcusable de nos jours ? Eh bien, un chef d'entreprise ou un directeur d'établissement doit avoir conscience du danger. Il ne peut plus dire, à l'heure d'Internet, qu'il ne savait pas. Il doit avoir la connaissance au summum de la science en 2016 des risques encourus par ses agents et ses salariés. Et enfin, notamment sur la question des suicides au travail, où on dit toujours c'est subjectif, c'est plurifactoriel. Oh, il avait des soucis personnels. Oh, elle était en train de divorcer. Eh bien, lisez bien cette phrase avec ce vocabulaire toujours un peu redondant des magistrats. Il suffit que la faute commise soit une cause nécessaire du dommage et non une cause déterminante, ce qui veut dire que la faute liée au travail n'a pas à être présente à 100%. Si le travail y est pour 10% et que ce lien peut être démontré, le chef d'établissement sera condamné pour faute inexcusable. Cette logique juridique vous met en face, bien évidemment, de vos responsabilités. J'aime beaucoup l'article suivant, le L4122, qui celui-là dit que chaque salarié est responsable de sa santé au travail et de celle de ses collègues, dans ses actes comme dans ses omissions. Nous avons effectivement à conjurer l'indifférence qui frappe notre société. Merci. Quand je vous écoute, j'espère qu'on ne sortira quand même pas tous désespérés, parce que c'est vrai que je crains qu'on ne trouve pas encore la baguette magique pour régler tous les problèmes en fait, de contraintes des déficits sociaux et des contraintes de démographie médicale. Donc je pense qu'il faut qu'on agisse aussi en fait, vraiment sur la prévention et la gestion et très attentif à tout cela, parce que malgré tout, ce contexte existe et il faut vivre avec. Donc ce qu'on essayait de faire, en tous les cas au sein de la commission régionale paritaire, et pour reprendre le lien avec ce qu'a exposé Daniel Toupillet, c'est justement essayer de développer dans les établissements une culture, ça c'est notre souci, effectivement, que ça puisse être bien géré en proximité et voir au niveau régional, en fait, ce qui pouvait être proposé un peu en relais aussi. Et je laisse la parole donc à deux membres de la commission régionale paritaire, Nicole Smolski, praticien hospitalier, et Hubert Meunier, directeur du Vinatier. Alors donc, pour présenter la commission régionale paritaire, c'est une commission paritaire donc, qui est mixte entre médecins hospitaliers, syndicalistes et direction d'hôpital, Fédération hospitalière de France, et l'ARS. On a un peu mis du mal à démarrer, on a mis un peu de temps, mais on n'est pas les pires, parce que certaines régions ne se sont encore jamais réunies, ce qui en soi est dramatique, y compris celle d'Auvergne, avec laquelle on vient de fusionner. On a un peu hésité un petit peu sur les choses à faire et dans les attributions, c'est-à-dire dans la réglementation des CRP, le 7 et le 8 nous ont paru intéressants, avec d'autres choses bien sûr, mais c'est ce pourquoi on est là. La CRP est consultée par le DGARS sur l'élaboration et la diffusion de bonnes pratiques relatives à la santé au travail et à la prévention des risques professionnels, notamment les risques psychosociaux, et le suivi des praticiens. La CRP peut se voir confier à la demande du CNG ou de l'ARS une action de conciliation ou de gestion des praticiens ou de prévention des conflits. Alors, on a décidé de se saisir de cette problématique, qui était une problématique importante, notamment pour nous syndicalistes, qui croulons sous les demandes d'aide. Alors là, j'ai une étiquette nationale, ce n'est pas forcément des demandes régionales, mais on a tous là, tous les syndicalistes qui sommes là, une dizaine de collègues qu'on aide dans des situations qui sont dramatiques. Donc on a pensé que c'était stratégiquement important que la CRP Rhône-Alpes et maintenant Auvergne-Rhône-Alpes se saisissent de ça. Donc on a décidé d'abord de shunter la période de diagnostic, puisque 2 CRP avaient fait le diagnostic avec des enquêtes sur l'ensemble des PH. C'est la Bretagne et Bourgogne, je crois.
Et les deux résultats étaient pareils. Donc, une enquête qui a été diffusée à tous les PH. Max l'a dit, il y a 40% des médecins qui se déclarent et qui sont mesurés être en burn-out. Donc, on s'est dit que ce n'était pas la peine de refaire le travail, on allait retomber sur les mêmes chiffres, mais qu'au contraire, il fallait peut-être plutôt qu'on se dirige vers une solution. Donc, on a décidé de créer une cellule de médiation, de conciliation et de prévention des conflits graves. Alors, vous avez à l'entrée, je pense que vous avez tous pris la brochure, là, donc c'est le premier jour où ça sort, donc voilà, vous pouvez les ramener dans vos établissements, etc. Et on va voir ensemble comment est-ce qu'on a conçu cette cellule et comment est-ce qu'on va la faire fonctionner. Alors, comment cette cellule va fonctionner? D'abord, on veut qu'elle puisse être saisie de manière rapide, de manière simple et de manière confidentielle. C'est-à-dire qu'on ne veut surtout pas créer une usine à gaz qui ne soit pas utile, on veut quelque chose d'opérationnel pour les collègues sur le terrain. Donc, cette cellule n'est pour l'instant pas constituée de manière formelle, mais sera constituée au cas par cas. L'objectif, là tous les mots sont importants, c'est prévenir, désamorcer ou traiter les conflits, donc on est à 3 niveaux, de manière régionale, donc maintenant Auvergne et Rhône-Alpes, pour éviter la dégradation ou l'extension du conflit et pour éviter ou compléter un recours national. Et ça doit s'inscrire en complément et pas en concurrence des actions de médiation locale, donc ça c'est quelque chose de très important. Il faut que cette cellule soit saisie quand les médiations locales ont échoué. Les médiations ordinales, là on est dans le cadre du Conseil de l'Ordre, il peut y avoir souvent des demandes qui peuvent être complémentaires d'ailleurs de recours à l'ordre, donc ça sera du complément, ça ne sera pas à la place. Ou contentieux, il y a un certain nombre de collègues qui sont en contentieux juridique, soit contre d'autres personnes pour harcèlement, soit contre leur établissement, donc ça sera toujours du complément et pas à la place d'eux. Qui va pouvoir saisir cette cellule? D'abord, nous-mêmes, on va pouvoir l'autosaisir, puisque maintenant, on va pouvoir confier les conflits dont on est le réceptacle, si je peux dire. Ensuite, un établissement qui n'arrive pas à se sortir d'un conflit par les voies habituelles peut demander à l'ARS la saisine de cette cellule. L'ARS peut aussi également s'en saisir. L'ARS, il y a plusieurs voies de connaissance de ces conflits. Et puis le CNG pourra aussi, de manière descendante, nous demander de s'en occuper. Comme la CRP dépend du DG de l'ARS, donc le directeur général de l'ARS, ça sera bien entendu toujours managé, piloté par l'ARS et son directeur général, enfin sa directrice générale plutôt, qui décidera de lancer cette cellule sur le conflit. Donc là, ça remontera au DGARS. Ensuite, le DGARS va dire, bon, bah, allez, il faut y aller, il faut qu'on crée la cellule. Et le bureau de la CRP, parce que la CRP a un côté un peu lourd, on est nombreux et on se réunit 3 ou 4 fois par an, il y aura une espèce un bureau qui sera, qui d'ailleurs a travaillé pour organiser cette réunion, un peu plus facile à amorcer. Donc le bureau de la CRP va analyser la demande du conflit et va organiser, constituer la cellule de médiation à partir des caractéristiques propres du conflit. 2 cas particuliers, si c'est un conflit qui concerne un hospitalo-universitaire, on sort du cadre hospitalier pur, donc il faudra informer l'université. Mais on ne pouvait pas exclure les HU du conflit, parce que d'abord, des fois il y a des conflits entre un PH et un hôpital universitaire, donc c'était un problème. Et puis ils peuvent eux aussi être demandeurs, mais la faculté sera forcément prévenue. Et puis les internes, alors on a longuement discuté de ça. Donc d'abord il peut y avoir là aussi des conflits entre des médecins, des PH et des internes, donc on ne pouvait pas les exclure. Donc ce qu'on a décidé, c'est que les représentants des internes seraient sollicités, donc, en sachant que les représentants des internes siègent à la CRP. Qui va siéger dans cette cellule? Donc je vous ai dit quelque chose d'assez souple, donc composition variable selon le type de conflit. De toute manière qui sera validé par le bureau de la CRP. Donc il pourra y avoir préférentiellement des membres de la CRP. Pourquoi? Parce que c'est des syndicalistes qui sont rompus à ce genre d'exercice, même si c'est fatigant, titulaires ou suppléants, mais on se réserve le droit de faire appel à des personnalités extérieures selon les cas. En sachant qu'on ne prendra pas des personnes ni de la CRP ni des personnes extérieures qui soient partie prenante du conflit, bien sûr. Donc la lettre de mission sera envoyée par l'ARS aux membres de la cellule et
à la gouvernance locale, hein, qui doit être prévenue, parce qu'on a vu que c'était toujours un complément de ce qui se passait dans la gouvernance locale. Comment est-ce qu'on va mener cette conciliation? Dans toutes les informations, toutes les pièces nécessaires, et je peux vous dire quand il y a des conflits lourds, qu'il y en a souvent beaucoup, vont être transmises au bureau de la CRP, puis à cette cellule. Il va y avoir, selon les cas, visite ou pas sur site. Moi, je pense que c'est mieux de faire des visites sur site, mais enfin, on va voir. On va auditionner tous les protagonistes, mais vous voyez qu'il n'y a pas de schéma de fonctionnement type, hein, on va essayer toujours de s'adapter au type de conflit. Le rapport sera présenté, donc la cellule ne sera absolument pas décisionnaire, hein, bien sûr. Le rapport sera présenté au bureau de la CRP et sera transmis aux protagonistes et aux institutionnels. Et la CRP va devoir analyser a posteriori tous les cas qui auront été traités par cette cellule. Enfin, par ces cellules, puisqu'il y aura des cellules différentes. Voilà. Et il y aura une évaluation annuelle selon le nombre de saisines, selon comment les différentes cellules ont fonctionné, quels résultats, les délais de mise en œuvre, les types de litiges. Voilà, donc une organisation souple, adaptée, confidentielle et on espère opérationnelle. Et surtout, ce que je vous souhaite, c'est de ne pas avoir besoin de nous. Voilà, je vous remercie. Bonjour. Je vais vous donner, moi, le point de vue d'un directeur d'hôpital. Je ne prétends pas les représenter tous, même si je siège à la CRP avec un mandat de la Fédération hospitalière de France, par rapport à cette commission de conciliation. C'est bien connu, les cordonniers sont les plus mal chaussés, et pour les médecins, à l'hôpital, c'est malheureusement bien vrai en matière de qualité de vie au travail. Pour les personnels non médicaux, on est quand même bien plus avancé. Madame Toupillier, vous avez allusion tout à l'heure. Combien d'établissements ont un projet social pour les personnels médicaux au sein de leur projet d'établissement? Ça doit se compter sur les doigts d'une main. Je plaide moi-même coupable pour l'établissement, mais on va le réparer. En matière de CHSCT, le CHSCT, c'est une instance... même s'il y a un ou deux représentants de la CME, c'est une instance où on ne parle que des conditions de travail du personnel non médical. C'est bien dommage. Il suffit de regarder également les bilans sociaux, voir la taille du bilan social du personnel non médical et la taille du bilan social du personnel médical, pour se rendre compte que là aussi, et ce n'est pas relatif à la proportion au nombre de personnel, c'est bien parce qu'on se pose beaucoup plus de questions pour les uns que pour les autres, parce qu'on doit considérer que plus on est socialement élevé, moins on a de problèmes. Voilà. D'ailleurs, je me disais, mais je n'ai même pas conscience qu'il y ait un bilan social des directeurs d'hôpitaux, mais ça doit exister. Et puis en matière d'accompagnement aussi. Dans mon établissement, et là on n'est pas pilote, mais depuis de longues années, on a mis en place une cellule, alors on l'a appelée, on la change de nom d'ailleurs, on l'a appelée cellule locale de reclassement, on va l'appeler dès lundi cellule d'accompagnement ou commission d'accompagnement professionnel. On a mis ça en place pour se saisir de manière collégiale de situations qui ne sont pas disciplinaires, qui ne sont pas liées aux compétences, qui ne sont pas liées aux situations de santé, mais qui sont un peu de tout ça. Et avec l'idée de dire, voilà, il faut essayer de retrouver une place et d'essayer de sortir par le haut et de donner une sortie par le haut à ces agents qui sont en difficulté. Et de le faire autrement que par les voies soit du contentieux médical, soit par les voies disciplinaires. Et bien pour les médecins, ça n'existe pas non plus. Or, les problèmes rencontrés par les médecins à l'hôpital sont nombreux. Que ce soit des problèmes personnels, comme tout un chacun, que ce soit des problèmes avec leurs équipes, que ce soit des problèmes entre pairs, que ce soit des problèmes avec leurs responsables médicaux, que ce soit des problèmes entre responsables médicaux, et quelquefois que ce soit des problèmes avec les directions, mais quoi qu'on en dise, c'est assez rare finalement. Ces problèmes rencontrés par les personnels médicaux sont nombreux, ils sont souvent tus. Et donc, Daniel le disait, souvent, on arrive à une forme de chronicisation avec des conséquences qui sont lourdes pour les personnes. Ce n'est pas la peine de rappeler les drames qui peuvent survenir. Pour les services, pour les équipes, parce que tout le monde souffre aussi. Et puis,
pour l'hôpital et pour les patients. Hein. Tout le monde a en mémoire l'affaire de Poitiers, enfin voilà, quoi, il y a des conséquences. Et un directeur passe une partie importante de son temps quotidien sur ces questions médicales, sur ces questions de problèmes médicaux. Voilà, pour vous faire rire, j'avais été amené comme ça à prendre 2-3 heures avec un médecin à l'hôpital il y a quelques années pour essayer de faire le point avec elle, de ses difficultés, etc. Et à la fin, elle me disait, monsieur le directeur, vous êtes un peu le psychiatre des psychiatres. Donc je me disais, mais non, je n'ai certainement ni la prétention ni la compétence, mais de fait, au quotidien, on a parfois l'impression d'être un peu dans un rôle, dans ce type de rôle vis-à-vis des personnes et dans les relations entre ces personnes. Voilà, donc il y a des besoins, c'est évident, et actuellement, ces besoins, ils ne sont pas traités localement, hormis la bonne volonté de quelques-uns, directeurs, présidents de CME, etc. Alors, ce qu'on attend, moi, ce que j'attends, mais je pense que nous attendons, nous, d'une cellule de médiation, c'est précisément qu'on ait un peu cet outil, cette assistance aussi, pour essayer de concilier, d'apaiser, de trouver des solutions autrement que par des voies contentieuses, parce que bien souvent, quand on est arrivé à ces situations de contentieux, alors il y aura une réponse qui sera une réponse juridique qui donnera tort ou raison, mais de toute façon, bien souvent, il y aura une rupture avec. Il y aura une rupture dans le fonctionnement, et voilà. Donc quelque part, quand on en est au contentieux, c'est qu'on a raté quelque chose, puisque c'est un peu l'extrême, voilà, c'est la solution ultime. On sait qu'on ne pourra pas de toute façon repartir sur un fonctionnement normal. On aura juste une satisfaction ou une frustration de plus sur le plan juridique. Donc voilà ce qu'on attend tout simplement de cette cellule, c'est qu'elle permette justement d'aider à prévenir et à éviter qu'on aille dans des solutions contentieuses. À l'inverse, ce à quoi, en tant que chef d'établissement, on sera vigilant, c'est à ce que la commission n'interfère pas ou ne soit pas un obstacle au fonctionnement normal de l'hôpital et au fonctionnement de son management, que ce soit administratif ou médical. Parce que le management et de l'établissement, il est nécessaire à sa bonne marche. Donc il y a un curseur à bien situer sur le fonctionnement de cette commission. Elle devra être elle-même vigilante. C'est pour ça que lorsqu'on a travaillé à l'élaboration du règlement intérieur, on a bien dit, lorsqu'il y a une demande, il y a une analyse de la demande pour éviter que soit la commission fasse de l'entrisme, soit que la commission se fasse instrumentaliser et qu'elle reste bien dans son objet qui est, comme l'a dit Nicole, en complément et pas en concurrence ou en substitution des autres procédures, parce que tout n'est pas que non plus souffrance au travail, il y a aussi de vraies situations, soit médicales, soit disciplinaires, et qu'il faut traiter comme telles. Donc voilà, c'est voilà l'esprit, très simplement, nous, qui nous a guidés pour entrer dans cette expérimentation, voilà, avec ce qu'on attend, et en même temps ce qu'on ne souhaite pas, parce que ça serait passer à côté de l'objectif. Donc, il n'y a plus qu'à et expérimenter avec, voilà, en même temps de l'espoir, de la vigilance, et puis avec aussi une conscience de la difficulté, parce que c'est pas une injonction paradoxale, mais ça y ressemble quand même un petit peu. On aspire tous, on nous demande d'être dans un management bienveillant, mais quand même, alors je ne veux pas finir par une note pessimiste, mais le constat est quand même que notre environnement, lui, est quand même de plus en plus maltraitant, et donc ceci explique certainement en partie cela, mais ça montre aussi la difficulté de l'exercice. Voilà, je vous remercie. Merci pour toutes ces interventions. Je vous propose quelques instants de questions. Vous proposez des réactions à l'issue de ces interventions. En fait, pardon, c'est plus un, je sais pas, presque un appel à candidature d'ailleurs, mais un témoignage. Notre première difficulté, c'est que je suis dans un établissement qui n'a pas de médecin
du travail depuis plus d'1 an. Ce qui fait que du coup, avant d'en arriver aux échelons nationaux et régionaux qui sont fort intéressants, on a déjà une énorme difficulté au niveau local. Alors je vous passe tous les détails sur la gestion courante de dossiers, mais sur comment initier une démarche de prévention et sans médecin du travail, j'avoue qu'on se sent légèrement démuni sur le sujet. Je sais qu'il y a des assouplissements qui sont prévus pour les services de santé au travail avec des possibilités éventuellement alors les termes sont peut-être faux, mais sous la responsabilité d'un médecin spécialiste de service de santé au travail, d'avoir des médecins qui pourraient être d'autres spécialités, moyennant formation, encadrant, etc. Alors est-ce que les GHT peuvent être une opportunité en lien avec les CHU qui, eux, ont déjà des difficultés à leur niveau, mais en tout cas un service de santé au travail un peu plus structuré. Voilà, c'est juste une remarque de ce niveau-là, mais qui est vraiment compliquée. Une autre juste sur le rôle des CHSCT. Tant que la composition est définie comme celle-ci, on pourra, à mon avis, absolument pas envisager de parler de conditions de travail de personnels médicaux, ne serait-ce que parce que nos interlocuteurs ne s'en soucient absolument pas et ne se sentent pas investis en tant qu'organisation syndicale élue des personnels non médicaux par les problématiques des praticiens hospitaliers. Voilà, c'était plus des remarques. Et je prends les CV de médecins au travail s'il y en a. Michel Pacot-Troncin, je suis praticien au Centre de prévention du suicide et psymobile du Vinatier. J'ai beaucoup apprécié toutes les interventions et en particulier celle de Madame Peset, dont j'adore les livres aussi. Alors c'est vrai que oui, le travail par les maltraitances qu'on peut y voir peut entraîner des personnes vers le suicide, mais en réalité c'est quand les choses se passent bien un des principaux facteurs de protection contre le suicide. Et puis, je voulais dire, par contre, que je fais aussi partie du réseau ASRA comme personne ressource de seconde ligne, et que donc, dans ce cadre-là, je reçois un certain nombre de médecins hospitaliers, et en effet, ça peut être extrêmement compliqué à gérer pour eux quand ils sont l'objet de harcèlement de la part de supérieurs. Et alors, il me semble qu'il y a quelque chose peut-être à... Je ne sais pas s'il faut inventer quelque chose, en tout cas une vigilance particulière. C'est beaucoup pour Madame Toupilly que je parle là, parce que c'est pour les praticiens de la première année, quand ils sont en période probatoire. Alors là, vraiment, c'est très compliqué d'arriver à les convaincre d'avoir l'arrêt de travail qui est nécessaire à leur état de santé, pour vraiment se protéger, pour corriger un état dépressif, parce qu'ils sont dans une crainte énorme de mettre en péril le terme de leur année probatoire. Et il me semble que ces jeunes praticiens-là sont encore beaucoup plus fragiles que les autres. Donc si on pouvait imaginer quelque chose qui permet de les protéger, je ne sais pas si c'est faisable, mais en tout cas, ma foi, on est là pour en parler. Merci. Sur les médecins du travail, je vous rappelle que désormais, ce sont des services de santé au travail pluridisciplinaires, que quand vous n'en trouvez pas en interne, vous pouvez vous affilier à un service inter-entreprise. Il n'y a pas non plus. Vous êtes trop gros. Et pour rebondir sur ce que vous avez dit à propos des médecins du travail, c'est une vraie spécialité. Moi, j'ai longtemps aussi pensé que c'était des sous-médecins et qu'on faisait ça. Avant de rentrer dans le domaine de la souffrance au travail, j'étais en chirurgie de la main et tristement, comme tout le monde, je promenais ce stéréotype. Or, il se trouve que c'est une spécialité à part entière, pointue, et que imaginer qu'on va remplacer les médecins du travail et leurs extrêmes compétences sur les toxiques notamment, et la plupart des risques par d'autres médecins qui n'y connaissent rien, c'est d'une certaine manière participer à la construction de l'ignorance qui est déjà en cours. Vous avez des entretiens infirmiers qui sont possibles et qui peuvent être mis en place avec un service de santé inter-entreprise. Et puis vous avez des psychologues du travail qui, eux, sont à embaucher et qui peuvent représenter un premier point
de détection. Et puis vous avez, je vous le rappelle, 50 services de pathologie professionnelle, dans chaque CHU, avec toutes les grandes spécialités représentées. Et on ne le sait pas suffisamment. Ça fait quand même une couverture importante sur tout le territoire. Et il faut s'en servir. Les adresses sont en ligne sur le site aussi. Donc ça représente un maillage de terrain qui est quand même précieux en attendant qu'on arrive à trouver des médecins du travail. Merci beaucoup. Sur ce plan médecin du travail, je voulais apporter quelques précisions puisque j'étais avant-hier avec le DRH de la PHP. Vous avez vu qu'il est quand même, lui, il a quand même des services agréés plus à proximité et lui-même éprouvé ses difficultés avec des stratégies institutionnelles qui sont apportées. On a été sollicité d'ailleurs par quelques établissements sur cette problématique. Donc vous savez que dans la dominante aujourd'hui de la réalité hospitalière, nous avons un contingent de praticiens hospitaliers, quelques hospitalo-universitaires, mais pour les raisons historiques que nous venons de rappeler, finalement le champ de la médecine du travail n'a pas été très investi au travers de la création de postes de praticiens hospitaliers. Et je vous remercie d'abonder dans l'expression que je donnais de la place et du rôle très important que doit revêtir dans les stratégies d'équilibre de santé et de sécurité au travail pour tous, le rôle majeur du médecin du travail. Donc vous avez effectivement des services agréés pour autant qu'on en trouve. Des fois, quand on est taille trop gros ou trop petit, eh bien, ils n'ont pas suffisamment de ressources ou ils ne sont pas intéressés parce que des fois, les établissements sont trop petits. C'est le cas d'ailleurs dans les médico-sociaux. C'est le cas dans quelques petits centres hospitaliers où ils ont la même difficulté que vous. C'est votre grande taille qui est un handicap. Alors, nous avons également, je le précise, dans le dispositif de recherche d'affectation dont je parlais, nous avons quelques praticiens qui ont choisi des reconversions sur santé publique, mais également en médecine du travail. Nous en avons plusieurs qui sont en reconversion aujourd'hui. Et nous sommes preneurs donc d'avoir des établissements qui potentiellement pourraient faire des offres, puisque à la sortie du dispositif recherche d'affectation, nous avons donc justement, et je vois Dominique Bertrand qui peut s'exprimer également, le professeur Dominique Bertrand qui suit les programmes de reconversion au sein du CNG. Nous avons des demandes, nous en avons de plus en plus pour des raisons justement de conquête sociale et puis une part entière finalement de ces praticiens qui sont aujourd'hui reconnus. Nous avons des praticiens qui sont dans des dispositifs où ils refont l'internat de médecine du travail, des praticiens titulaires qui ont été dans des spécialités, soit qui pour des raisons médicales ne peuvent plus exercer l'art médical chirurgical qui était le leur, accident de vie, qui les contraint à des reconversions. Nous en avons plusieurs qui ont été très passionnés. Je vais peut-être laisser Dominique Bertrand dire quelques mots sur le sujet parce qu'il a suivi plusieurs d'entre eux et au bout des 2 ans, ils sont qualifiés et nous avons donc à leur trouver et à leur proposer des postes. On sait qu'il y en a beaucoup, mais finalement, il n'y a pas beaucoup de postes de praticiens hospitaliers sur lesquels on peut éventuellement les repositionner. Donc nous avons encouragé aussi alors il y a 2 univers, dans 95% des cas, nous avons des médecins contractuels sur la base des dispositions ministérielles qui ont cours, qui est d'ailleurs un statut qui a été revu et qui est aujourd'hui correct, mais nous avons aussi certains qui sont des praticiens qui aimeraient bien investir pour les raisons que l'on vient d'exposer tout à l'heure, plutôt dans une carrière de praticien hospitalier au service de l'hôpital ou de la fonction publique hospitalière. Ça, c'est le premier point de réponse. Peut-être Dominique, qui va apporter quelques précisions, parce que c'est un champ important. Alors, juste un point, Daniel, c'est le fait, effectivement, dans la recherche d'affectation, on a eu quelques reconversions parfaitement réussies, sur 2 éléments en tout cas, vers la médecine du travail, des gens qui étaient en épuisement professionnel ou qui avaient rencontré des difficultés dans leur vie. Tous ceux qui ont été vers la médecine du travail, tous ont dit que c'était un métier à part, c'est ce que vous avez dit tous les deux, et qui était vraiment très valorisant. Donc ça veut dire pour des gens qui étaient chirurgiens ou qui avaient eu des carrières cliniques de grande importance. Ça, c'est le premier point. Ça veut dire que quand quelqu'un n'arrive plus à faire son métier de façon... qu'il estime qu'il ne peut plus le faire de façon consciencieuse ou avec des problèmes qui sont dus à l'environnement, c'est une des voies. Le deuxième point que vient de dire Daniel, c'est que dans le fond, de temps en temps, certains voudraient bien continuer à exercer à l'hôpital. Donc c'est un point important aussi. C'est une proposition puisqu'ils sont souvent PH à un échelon important.
Certains veulent en même temps quitter le milieu hospitalier pour des raisons qui sont environnementales. Tout est possible, mais c'est un métier qui vaut la peine, qui est utile. Et toutes les personnes que nous avons, sous l'égide de Daniel, repositionnées en médecine du travail, tous ont été heureux. Alors, c'est un point en même temps qui est très positif. Voilà, nous faisons des évaluations à distance et donc ce sont des reconversions que nous recommandons parfois et qui sont des reconversions choisies. Mais nous en avons de plus en plus. Donc je voulais quand même apporter cet éclairage très important qui permet d'aller pour les médecins du travail qui sont en exercice à la conquête finalement de cet espace et de cette reconnaissance aussi. Si vous voulez un médecin du travail, il faut aussi lui proposer un vrai service pluridisciplinaire, hein, avec une infirmière, un psychologue du travail. Hein, ouais. Si je peux ajouter quelque chose, je crois qu'on est vraiment là dans une problématique de changement de culture. Il me semble que si on prenait l'exemple de la checklist, quand quelqu'un arrive dans un service, qu'il soit externe, qu'il soit interne, qu'il soit chef de clinique, PH, quel que soit son statut de PH, il devrait être reçu par les responsables du service pour savoir l'état des ressources disponibles, que ce soit en santé au travail, que ce soit en personne référente pour tel ou tel domaine. Je pense au harcèlement, par exemple. Si vous ne dites pas à quelqu'un qui arrive dans un service, dans le service, ta parole sera reçue si un jour il y a quelque chose qui ne te plaît pas et qui te fait penser que tu es harcelé. Voilà telle ressource que tu peux aller consulter en ligne, etc. Si on ne fait pas tout ce travail-là, je crois que ça rendra les choses vaines. Tout ce qu'on risque de faire risque de ne pas être utilisé. C'est un changement de culture. Je crois que c'est ça qui me paraît extrêmement important, parce que ça oblige l'institution à se pencher sur elle-même, son fonctionnement, et à faire son propre état des lieux. Par exemple, on n'a pas de médecin du travail. Comment on fait ? Et ça, si on arrive à se pencher là-dessus et à exposer ça, eh bien, c'est très bien. Moi, personnellement, je reçois tous les internes, tous les externes qui passent dans le secteur dont je ne suis pas d'ailleurs responsable. Et la première chose que je leur dis, c'est pas de cri dans le bloc. Si jamais vous avez un souci, vous frappez à la porte, elle sera toujours ouverte. Votre parole sera toujours reçue. Il n'y aura pas de jugement. Ce sont des choses extrêmement importantes à dire. Ce sont des mots, mais qui ont un poids, je crois, extrêmement important. Voilà, c'est donc ce changement culturel que j'appelle. Je vous remercie beaucoup. Pardon, sur la question de la composition du CHSCT, vous faisiez une observation très juste. Alors, il faut savoir que tout ça est historique, que nous avons 2 représentants de la communauté médicale désignés par la CME, donc au sein du CHSCT, avec une représentation différente de la part des personnels non médicaux. Tout ceci peut paraître disproportionné et un investissement qui n'a pas été à l'équivalent des représentations traditionnelles qui sont plutôt issues du système électoral. Il faut savoir que lorsque l'on regarde la représentation de la fonction publique hospitalière et que nous regardons la part qu'occupent les médecins et les non-médecins, on est à 11% de personnels médicaux, toutes catégories confondues, et que la proportion des deux a été faite de manière nationale et de manière identique et homogène d'un établissement à l'autre, quelle que soit sa taille, ce qui peut expliquer effectivement cette dissymétrie à la fois dans la désignation, les uns sont désignés, les autres sont élus, et qui a posé problème d'ailleurs dans les débats que nous avons eus, dans les protocoles d'accord de janvier 2012, c'est un des points, et dans le travail que nous avons fait également sur le pacte de confiance et le dialogue social, c'est l'un des débats qui a divisé un petit peu les différentes communautés avec lesquelles nous étions sur la place que l'on doit accorder au CHSCT dans la prise en charge des personnels médicaux. Je ne sais pas si vous voulez intervenir. Oui, je voudrais renforcer ça, c'est-à-dire que nous, notre organisation était très demandeuse depuis le pacte de confiance que les médecins aient un accès syndical au CHSCT. On a rencontré 2 oppositions absolument farouches. D'abord, les syndicats de la fonction publique hospitalière qui considèrent qu'ils sont là pour nous représenter et que nous, syndicats de médecins, nous n'avions aucune légitimité à les représenter. La deuxième, c'est grosso modo les conférences des présidents de CME qui considèrent que les CME sont là pour représenter les médecins et que le fait d'avoir deux représentants au sein des CHSCT, c'était suffisant.
On a eu beau leur dire que c'était historique et que jamais ces médecins qui étaient désignés par la CME n'étaient là pour défendre les collègues ou pour parler de conditions de travail, mais plutôt pour représenter la CME. Et d'ailleurs, ils sont très souvent absents. Ils vont très souvent pas au CHSCT. On a eu une opposition formelle et farouche et on n'a pas évolué là-dessus et je pense qu'on n'avancera pas. Par contre, nous, ce qu'on voudrait, on est très inquiets des GHT, de tout ce qui va être ressources humaines au sein des GHT, de recomposition, ce que nous, on appelle potentiellement les médecins nomades qui vont être plus ou moins obligés d'aller à droite et à gauche pour leur exercice. Donc nous, on demande un petit peu en miroir de ce CHSCT pour lequel on a échoué, que dans le prochain décret sur les GHT qui va sortir, figure la notion d'une cellule de gestion des ressources humaines médicales au sein du GHT, pour qu'on puisse aborder ces problèmes de manière transversale sur les hôpitaux et que dans ces cellules figurent les représentants syndicaux. Je voudrais insister sur... Je pense que, oui. Un dernier point, puis je pense qu'on va terminer sur la deuxième table ronde. Oui. Juste pour vous dire, par rapport aux jeunes de première année qui sont en voie de titularisation et qui sont dans ce qu'on appelle en sociologie un levier de soumission, que se mettent en place partout dans toutes les entreprises, parce que les acteurs officiels prévus par le Code du travail ne sont pas toujours efficaces, ce qu'on appelle des primo-écoutants, et que nous mettons en place des formations spécifiques, ces primo-écoutants, qui sont des salariés de terrain, des managers à tous les postes, sont formés non pas pour prendre en charge, mais pour orienter vers les bons acteurs, et que c'est aussi ce maillage de terrain qui est, à mon avis, la bonne piste à suivre, étant donné qu'ailleurs, on risque beaucoup l'usine à gaz. Et puis peut-être avant que la table ronde suivante ne revienne, je vais répondre à Madame pour les jeunes praticiens. C'est une attention particulière, que vous avez raison, que nous apportons à ceux qui sont en période probatoire. Probablement que nous aurons à creuser le sujet. Ça interpelle les commissions statutaires nationales. Nous avons des sujets de litige avec des sursis à statuer, avec des prolongations d'activités, d'années probatoires pour un certain nombre, dans des situations qui sont parfois aussi des situations locales difficiles. Et nous avons parfois des titularisations, bien que les avis locaux soient défavorables, ce qui ne rend pas toujours ni le CNG ni les commissions statutaires nationales populaires, mais nous estimons que nous devons être dans un principe d'équité après avoir enquêté sur la réalité des situations locales. Mais nous avons déjà une attention, mais j'ai pris note de votre observation qui est très juste et nous allons creuser cette situation.